est sur la table depuis bien trop longtemps. Et je ne comprends pas, je l'ai déjà dit ici, que l'État ne puisse pas permettre à tous les enfants de la France, puisque nous sommes français jusqu'à nouvel ordre, de pouvoir vivre dans les mêmes conditions. C'est ça le rôle de l'État normalement. Aligner les conditions de tant ceux qui vivent dans l'Hexagone que ceux qui vivent sur les territoires éloignés. Donc on ne devrait pas avoir de différence ni dans les prix quant à la continuité territoriale, on ne parle même pas, c'est-à-dire que il n'est pas normal que pour aller dans notre capitale, c'est la France, Paris notre capitale, par définition, je dis objectivement. Il n'est pas normal qu'on paye des sommes folles pour aller à notre capitale. Donc, je crois que ces assises arrivent au bon moment. C'est bien d'enfoncer le clou. Maintenant, j'attends de voir si elles aboutissent à quelque chose. Mais en tout cas, le fait que le problème soit déjà posé, soit déjà traité par les locaux d'abord, et puis le ministre des Outre-mer a l'air de véritablement prendre à bras le corps le sujet, je crois que c'est une bonne chose en soi. Il faut saluer l'initiative et puis espérer que ça aboutisse sur de bonnes choses. Ben voilà, on a une lueur d'espoir. De toute façon, ces assises, en tout cas, on le mérite de se faire. En tout cas, on a vu que l'arrivée de Panot, c'est ça, si je me rappelle bien de son nom, et puis des députés martiniquais Mathilde Panot, voilà. Mathilde Panot, oui, voilà. J'ai vu des députés, en fait je les ai rencontrés dans un autre cadre, mais j'ai vu qu'il y a des députés, le député réunionnais, il y a le député guyanais aussi qui sont là, et c'est bien, c'est que tout le monde prend le sujet au sérieux. Donc je crois que ça va avancer, mais il faut pousser parce qu'en face, malheureusement, je crois qu'il y a des résistances. Il y a des résistances et c'est normal. Chacun défend son parti. Donc, soyons optimistes sur la suite. Alors, on va parler sport aujourd'hui. Donc, je crois que ça fait du bien avec ce climat un peu anxiogène. Je sais que le sport, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vous-même pratiqué de l'activité sportive. Je crois que vous avez été même entraîneur à un certain moment. Oui. Manu Godin qui est là ne dira pas le contraire, puisqu'on a laissé notre sueur sur les parquets du sport du François et du terrain extérieur pendant des années, puisque effectivement j'ai été on a même travaillé ensemble au niveau du transit, puisque lorsque l'histoire rapidement, c'est que le club franciscain réunissait en son sein tous les clubs de tous les sports, mais on n'était pas satisfait. Tous les sports n'étaient pas satisfaits, et en 1997, au lieu de partir chacun de notre côté, on a choisi, donc je m'occupais de volleyball avec Valérie Courgeol et d'autres, Manu était au handball avec plusieurs autres personnes, et bien on a choisi de faire route ensemble, de remonter le transit qui existait déjà auparavant, et de faire un bout de chemin ensemble qui a duré quelques années. Par la suite, moi-même, nous-mêmes on a monté un club de volleyball, et puis j'ai été effectivement joueur, entraîneur, président de la jeunesse sportive franciscaine. Et donc le sport c'est essentiel parce que si tu veux c'est pour moi c'est le dérivatif qui permet à une jeunesse, justement, surtout lorsqu'on connaît la situation de notre jeunesse, d'avoir quelque chose d'autre, d'avoir une soupape déjà en termes ceux qui font du sport juste pour le loisir, mais aussi d'avoir des perspectives de sortie positive, je vais dire, c'est-à-dire que lorsque Marc-Alexandre se retrouve professionnel, moi je trouve que c'est extraordinaire quand quelqu'un peut vivre son rêve, parce que tous les jeunes ont envie, moi-même moi j'ai envie d'être professionnel, mais je n'avais pas les moyens, mais quand ils peuvent faire ça une partie de leur vie et vivre ce rêve-là, après faire autre chose, mais je trouve ça super, très très bien, c'est des débouchés professionnels, et puis je dis souvent aux jeunes que j'entraînais, n'arrêtez jamais le sport dans votre vie. Parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir, d'avoir un corps sain, un équilibre dans votre vie. C'est essentiel de pratiquer chaque semaine des activités sportives. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est pourquoi j'aime bien mettre en avant les sports, quels qu'ils soient, parce qu'ils apportent toujours beaucoup à ceux qui les pratiquent. Alors Emmanuel Grandin, donc je suppose que vous partagez un petit peu cet avis. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le président du Phénix franciscain. Des joueurs, vous en avez vu passer. Il y en a qui ont fait votre joie. Je pense qu'il y en a pas qui vous ont déçu quand même. Je crois qu'on est comme ça, justement, on encadre les jeunes. On a toujours l'espoir et on croit en eux. Je sais pas si c'est un petit peu votre philosophie
philosophie. Oui, avant tout, je vais vous porter une précision, c'est que nous sommes deux coprésidents au Phoenix depuis un an. On a changé les statuts et c'est une possibilité de travailler encore plus en union, plus en cohésion et avec une jeune, c'est Doris Travailleur et un comité directeur assez rajeuni et volontaire, avec des parents qui s'impliquent et donc voilà. On oublie souvent cette partie et pourtant c'est quand même le moteur justement, toutes ces personnes-là qui œuvrent, qui sont pas spécialement mises en avant, mais il y a un travail qui est fait à ce niveau. Absolument, parce que sans eux, sans les dirigeants, parce que quand je vois les politiques, j'attaque personne, les politiques, etc., un petit peu de partout, je parle pas du François, je parle de partout, l'intérêt que nous les bénévoles que nous avons, et puis c'est notre temps, notre temps qui est donné pour toute cette jeunesse martiniquaise et des fois on n'est pas reconnu. Mais au-delà de tout ça, nous travaillons, nous sommes volontaires et voilà. Donc je donne un petit coup de main là pour repartir, puisque comme Alec Claude a dit tout à l'heure, donc au moment du départ du club franciscain, parce que bon on va se contenter de dire que nous n'étions pas satisfaits, comme il a dit, pour ne pas aller plus loin. Donc nous avons créé le Transisport franciscain et puis après nous avons rejoint le club franciscain qui, avec une nouvelle présidence qui a voulu que tout le monde regroupe toutes les sections, et puis après nous étions encore pas satisfaits, donc finalement définitivement nous sommes partis et c'est là que nous avons fait union avec le volley et puis depuis un an, puisque c'était une transition, le Transisport franciscain qui a duré plus de 30 ans, quelle longue transition, et puis donc là le Phoenix, voilà, le Phoenix franciscain qui est une association sportive et culturelle. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant cette année? C'est vrai que vous avez un peu répondu à la question, c'est vrai que un besoin peut-être d'autonomie, de cohésion pour aller plus loin. Alors nous, il faut pas quand même qu'on parle que des résultats de cette saison, parce qu'il y a eu un travail de fait par Marie-Claire William qui était la présidente jusqu'à 2024 et tous ces membres du conseil d'administration, tous ces entraîneurs, etc. Et donc c'est un travail de longue haleine avec tout le monde et j'étais toujours à côté en tant que conseiller, parce que j'ai jamais lâché, même au niveau de la ligue où j'étais toujours tout près des membres, même après que j'ai laissé la présidence. Donc c'est quand on aime quelque chose, quand on est ancré dans quelque chose, c'est important et c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens et puis nous travaillons et puis le Phoenix là a une nouvelle dynamique, tout avec la présidente, l'ancienne présidente Marie-Claire William qui est toujours avec nous, qui travaille avec nous. Donc c'est une nouvelle dynamique et cette année, cette saison, vraiment ça a été et si vous voulez on va un petit peu développer sans prendre trop de votre temps. Effectivement, une bonne saison quand on la regarde comme ça de l'extérieur, on est plutôt ravi, mais j'imagine qu'à l'intérieur, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Oui, parce que cette saison nous avons en garçon, nous étions en division inférieure l'année dernière. Il faut pas l'oublier. Nous sommes arrivés cette année en pré-national, puisque ça s'appelle comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le pré-national, où les filles y étaient déjà. Donc cette saison, nous avons cravaché dur parce que les deux équipes du Phoenix en senior se sont qualifiées pour les quarts de finale de la poule des As. Donc ce n'est pas rien, et les garçons qui sont allés en demi-finale. Donc et puis les jeunes où toutes les sections, puisqu'on a reçu un label de la Ligue de handball par rapport à ça, toutes les sections de jeunes, toutes les catégories de jeunes au handball martiniquais, nous sommes représentés dans toutes les sections. Alors ça, c'est le travail des coachs, des entraîneurs, des joueurs qui donnent leur temps pour porter le plus à ces jeunes. Comme l'a fait Gilberte Gandin-Saucé, la maman de Marc-Alexandre qui est avec nous. Donc c'est un travail, je vous dis, d'entraîneurs, de dirigeants, de parents, etc. C'est un vraiment monstre qui demande du temps, à faire de l'argent, à faire des buvettes par là. Justement, j'arrivais à ce côté. Il faut vraiment des moyens financiers aujourd'hui pour mener les choses. On peut
peut pas y arriver sans moyens financiers. Et au contraire, si Radio Sud-Est voulait être partenaire du Phénix, il n'y a aucun problème. Il y a de la place au niveau partenariat. Je pense que c'est pas ton but de l'oreille de son, on sait jamais. Donc non, il faut des partenaires, il faut des sponsors. Nous avons des sponsors, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons la ville du François qui est avec nous, qui nous aide, les partenaires, les sponsors, notre sponsor principal qui est Mac de la Providence Martinique. Mac de la Providence franciscaine le service Elana, c'est depuis des années, ils nous font confiance et ils continuent. Et puis nous avons eu d'autres sponsors. Et là, nous sommes déjà en train de travailler pour avoir d'autres sponsors pour l'année prochaine, parce que avec ces résultats-là, on peut pas baisser les bras et rentrer. On a besoin de plus de moyens. Vous avez un peu répondu à ma dernière question, justement. On parle un petit peu des objectifs. Là, on a parlé du sponsoring, c'est important. Au-delà les résultats sont importants, mais aussi tout cet encadrement financier. On sait que les dotations sont de moins en moins importantes. On sait aussi, je sais pas si c'est pareil, je pense que vous subissez la même situation. Je crois que même quand on gagne, les gains sont moins importants. C'est vrai, vous avez constaté ça? Oui, les gains sont moins importants. Oui, parce que avec la conjoncture, c'est pas évident. Vous voyez les difficultés de la CTM, puisque depuis que j'étais président de la Ligue, on a un petit peu modifié le règlement de la Coupe de Martinique, qui est sponsorisé par la CTM, où c'est pas seulement les clubs qui vainqueurs et finalistes qui ont une enveloppe. Ça veut dire que tous les clubs qui participent à la Coupe de France, même s'ils sortent avec 200 € parce qu'ils ont été éliminés au premier tour, ils ont quelque chose. Et donc nous sommes parmi ces clubs qui attendent cette donation, mais on baisse pas les bras, quoi. On baisse pas les bras. Et nous, les partenaires, les sponsors, c'est pas évident, parce que là, quand on parle tout à l'heure, vous parlez de la vie chère. Bon, mais c'est pas évident pour les entreprises. Mais malgré ça, on va les embêter. On ira vers eux avec des dossiers en béton, et puis pour qu'on puisse avoir des aides pour aller encore plus loin, pour porter encore plus haut le handball franciscain. Alors aujourd'hui, je sais que vous avez l'occasion certainement de parler avec lui plusieurs fois. Il est avec nous dans nos studios, Marc-Alexandre Saucé. Quand vous le voyez comme ça aujourd'hui, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Alors, j'ai la chance de le connaître, puisque oui, je sais très bien. Je connais bien ses parents, enfin la famille, c'est la famille. Marco, c'est l'exemple. C'est l'exemple, parce que Marco, quand il était tout jeune, il avait, malheureusement pour lui et heureusement pour lui, avoir comme entraîneur sa maman. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que il fallait travailler. J'imagine qu'on est un petit peu plus difficile. Sa maman était très, très, très exigeante avec lui. Et voilà, elle a eu raison. Elle a eu raison de où elle est, elle nous entend. Et Marco a été très tôt aussi un porteur de conseils. Il se contentait pas de venir s'entraîner et puis de repartir. Il était là, bon, c'est de la famille, hein, conseiller les jeunes, etc., les plus jeunes que lui, toujours, etc. Et c'était une belle génération quand il était là. Et quand on voit que quand il revient, parce qu'il aurait pu avoir la grosse tête, c'est pas du tout ça. Il est avec tout le monde. Il était avec nous pendant l'inauguration, après l'inauguration, les 2 journées qu'on a mis en place en mémoire de Gilbert, avec les jeunes, etc., etc. Il était là lors de la finale des moins de 17 ans qu'on a gagné, puisque nous sommes champions de Martinique en moins de 17 ans, avec 2 jeunes qui jouent en senior régulièrement. Les Naïk, vous l'aurez tout à l'heure, il va vous donner ses impressions. Et non, Marco a toujours été prêt, il n'oublie pas. C'est vraiment le cas, il n'oublie pas dans l'histoire. Très bien. De toute façon, il est là, justement. Je sais pas si Alain-Claude Lagier voulait rajouter oui, non. quelque chose. J'ai vu Manu a très bien résumé les choses, la vie de ce club-là. J'ai dit qu'on a beaucoup fréquenté. C'était pas toujours facile, parce qu'il faut se partager les créneaux du hall des sports. Donc, entre les sections, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je suis témoin de ce travail
qui a été fait depuis toutes ces années et qui porte ses fruits aujourd'hui. Lorsque nos clubs ont des jeunes qui partent en professionnel, ça veut dire que le travail est bon. Et je suis aussi témoin de la maman de Gilberte, qui était quelqu'un de très exigeante. Hein. Je l'ai vu, quelqu'un qui, et je t'ai raconté ça ici la dernière fois que je l'ai rencontrée il y a peut-être un an. C'était près du hall et elle passait, elle regardait à travers les ouvertures pour voir l'avancée des travaux, puisqu'elle avait besoin pour ces jeunes, me disait-elle, pour les jeunes qu'elle entraîne des petites sections, que ça arrive, quoi. Et donc, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué par son engagement pour le sport, François. Parce que je peux, c'est parce que là c'était pas évident pour nous, parce que pour nous et tous ceux qui utilisent le sport, enfin les sports de salle au François, parce que il fallait s'entraîner quand même sur le bitume là. Quand il pleuvait, on pouvait pas s'entraîner, etc. C'était pas évident. On avait des prêts de salles pas évidentes. Pour jouer nos matchs, il fallait quémander, c'est vraiment le mot, hein, quémander auprès des autres gymnases, des autres municipalités, des autres offices des sports pour avoir des créneaux, etc. Quand on allait jouer le plus souvent à Rivière-Salée, là, vous me permettez de dire merci à Rodolphe Rano, qui est le responsable des sports de la ville de Rivière-Salée, et au maire de Rivière-Salée, de nous avoir fait confiance, parce que nous avons pratiquement joué tous nos matchs qu'on devait recevoir à Rivière-Salée. Et là aussi, pour avoir de l'argent, il fallait transporter la buvette sur le parking du... Donc c'était un travail colossal. Et là encore, je profite de vos antennes pour encore remercier toutes ces équipes, de toutes ces commissions qui travaillent, etc. Parce que, je vous dis, à l'extérieur, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais nous avons cet outil, tant mieux pour le nouveau hall des sports, mais on crache pas non plus sur l'extérieur, parce qu'on va encore travailler à l'extérieur. Alain-Claude le disait, les créneaux, on pourra avoir des créneaux tout le temps, mais nous avons toujours été là, et nous sommes forts de plus de 150 licenciés cette année, et ça veut dire que nous sommes grosso modo en nombre de licenciés, nous sommes 3 clubs en Martinique à avoir ce nombre de licenciés, donc ça veut dire que nous sommes très bien lotis. Très bien. Oui. Juste un mot, parce que j'ai pas félicité les équipes qui sont arrivées en poule des As là, parce que j'ai eu l'occasion de voir effectivement certains matchs, et c'est vrai que vraiment il y a un potentiel. Elles ne sont pas elles n'ont pas gagné à ce moment-là. On sent qu'il y a encore du travail, mais face au go matador du handball martiniquais, sincèrement, elles ont fait fière figure, vraiment, j'étais heureux de voir ça, et on sent que le potentiel est là, et que d'ici dans les années qui viennent, on sera au sommet, au vrai sommet du sport du handball martiniquais. On se donne rendez-vous l'année prochaine à Paris ici. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des résultats, hein. On a dit qu'ils sont très bons, donc le Phoenix est en liste pour le Ballon d'Or, c'est ça? Est-ce que j'ai les bonnes informations? Pour la saison 2024-2025, U13, je crois que vous êtes 6e au classement. Je crois que là j'ai les bonnes infos. Ça veut dire que toutes nos équipes de jeunes sont arrivées au moins demi-finale des championnats jeunes et de Coupe de Martinique. Et puis les moins de 17 ans, c'est l'apothéose en garçon, où nous avons joué cette finale, et il a gagné, quoi. Il a gagné, et puis donc tout le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, la poule des As, etc., quoi. Très bien. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous vous souhaitons encore une très bonne continuation, du courage pour la suite, parce qu'il en faut. Mais on sent la motivation encore. On sent que vous voulez encore aller plus loin. Donc, nous pouvons que vous encourager. Merci à vous. D'accord. Je vous laisse en compagnie de deux jeunes. Pas de problème. Alors, on va accueillir tout de suite Marc Alexandre, hein, qui est déjà là, justement. Et je vois qu'il était en train d'écouter attentivement. Peut-être que ça t'a rappelé quand même des souvenirs, justement, où déjà peut-être la question, est-ce que c'est évident d'être entraîné par sa mère? Évident, parfois pas facile. Pas facile, ouais. Non, après dans l'ensemble ça a été, je pense, l'une des meilleures entraîneuses que j'ai pu avoir. Et je peux dire aussi merci à tous les entraîneurs que j'ai pu avoir qui m'ont entraîné. Est-ce que pendant l'entraînement, c'était plutôt vraiment le coach, pas la maman, était coach à fond, ou comment ça se passait justement?
C'était pareil pour tous les joueurs. C'est vrai que me crier dessus s'il fallait. C'était vraiment pas entre guillemets ma mère, mon fils quoi. C'était le joueur qu'elle entraînait. Donc il n'y avait pas forcément de différence. S'il y avait s'il devait me crier dessus parce que j'avais fait une mauvaise action ou quelque chose qui était similaire, elle le faisait. Elle le faisait et bien sûr après dans la voiture on échangeait forcément sur pourquoi j'avais fait cette erreur et qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Comme d'ailleurs tous les matchs que j'ai fait en senior où durant ces deux ans où j'ai évolué en senior, elle filmait tous les matchs. Et le lendemain, on faisait un retour personnel là-dessus. Elle travaillait vraiment comme les pros, là. C'est ça, pratiquement. On faisait de l'analyse vidéo, pratiquement sur tous les matchs. On revenait le lendemain où elle me disait, bon, t'as vu, t'as peut-être marqué 5 buts, mais faut améliorer ci, faut améliorer ça, que c'est pas encore ça. En tout cas, il y avait encore du travail. Et ça, je peux que lui dire merci, parce que c'était, de mon côté, c'était pas évident, parce que forcément, on n'aime pas entendre les critiques quand on est un jeune joueur. Mais je pense que ces critiques-là servent aussi pour la suite, même quand je suis actuellement en France, ça me sert parce que c'est de la critique, c'est ce genre de choses qui te feront avancer demain, quoi. Alors, je suppose que tu es plutôt fier aujourd'hui puisque elle a été mise à l'honneur justement. Donc, quand tu vois un événement comme celui-là, tu te dis oui, c'est vrai, c'est quand même une récompense, un honneur pour le travail accompli. Oui, parce que je sais qu'elle a donné beaucoup de son temps. Pour les jeux, le Transit à l'époque et le Phoenix maintenant. Et aussi pour les jeunes, enfin la jeunesse franciscaine. Donc je sais qu'elle a beaucoup donné, que ça soit par rapport à ce qu'elle a appris quand elle était joueuse aussi et maintenant entraîneuse. Donc je sais qu'elle a beaucoup partagé avec les jeunes et c'est une immense fierté puisque c'est vraiment beau d'avoir un stade à son nom. Très bien. Alors, à 17 ans, tu pars en métropole. Quand on part comme ça, à 17 ans, est-ce que tu te rappelles de tout ce qui se passait un petit peu? Ça peut aider peut-être les jeunes qui nous écoutent. Ouais. À 17 ans, c'était un peu sorti entre guillemets du cocon familial. C'est assez spécial. Mais j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Chartres, d'avoir Ivan Vérin, qui est actuellement professionnel à Chartres, où il était déjà installé et ça a été entre guillemets plus facile. Parce qu'on se connaissait aussi du fait qu'on était au pôle. Donc ça a été plus facile l'adaptation et je dirais pour les jeunes joueurs qui souhaitent ou qui veulent ou qui vont partir en France, je pense que le plus important ça va être le soutien familial. Vraiment que la famille, que ça soit les parents, frères et sœurs, peu importe, qu'il y ait un entourage en fait pour eux et qu'ils n'oublient pas qu'ils sortent quand même de la Martinique et que il y a quand même un long chemin à parcourir avant d'arriver vraiment au niveau, quoi. Alors, au départ, tu avais choisi Chartres, après tu as choisi Cournon, d'Auvergne, autant pour moi, en D2. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, pour ton choix? C'est essentiellement le temps de jeu. Parce que qu'on aille forcément dans une équipe où c'est en D1 qui est le meilleur niveau en France, il fallait aussi avoir beaucoup de temps de jeu comme un jeune joueur pour performer et je pense que c'est ce dont je suis allé chercher pour évoluer encore plus et si je veux revenir aussi dans cette première division qui me tient à cœur parce que c'est la meilleure en France. Alors aujourd'hui tu es dans un autre club qui s'appelle, je suis pas l'écorcher, Songbourg, c'est ça? Sarrebourg. Ouais. Très bien, pour ta deuxième saison. C'est ça exactement, que j'entame l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à rejoindre ce club? C'était quoi les objectifs? Il y avait un beau projet de jeu, un entraîneur que je connaissais aussi, donc c'est un entourage que j'aimais avec des joueurs aussi que j'avais envie de jouer, et donc essentiellement plus d'objectifs personnels dont je rêverais d'aller, quoi. Ça t'arrive de l'Hexagone de regarder un petit peu ce qui se passe, même quand tu viens en vacances, comment tu vois l'évolution justement de ton club cher à ton cœur, si je puis dire? Bien sûr, ça m'arrive régulièrement. Dernièrement, les finales de Poule des As, voire demi-finales, je les regardais de France. Ça fait plaisir parce que j'oublie pas d'où je viens, donc forcément je regarde aussi les résultats. Dernièrement j'étais au final de l'équipe de l'ENAIC par exemple, et donc ça fait plaisir parce que c'est une ambiance totalement différente de la France. C'est une ambiance plus chaleureuse, plus conviviale, enfin c'est différent en fait. C'est la chaleur, on va dire, martiniquaise.
Donc franchement, ça fait plaisir et pourquoi pas après la fin de ma carrière jouer ici, quoi. Alors on salue souvent ton accessibilité. Tu es très accessible. Les jeunes qui viennent te voir pour te demander un petit peu leur avis, justement. Qu'est-ce que tu leur dis d'une manière générale? Je suppose que tu en as inspiré plus d'un quand même. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Alors oui, je suis avec les jeunes. J'aime énormément le partage. Donc j'ai beaucoup cette facilité à partager mon expérience avec les jeunes qui souhaitent partir en métropole. Donc forcément, s'ils ont des questions, s'ils ont des doutes, forcément je les conseille. Bien sûr, ça va être leur expérience parce que du coup j'ai eu mon expérience à moi. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, j'essaie un peu de les conseiller et de leur mettre un peu sur la bonne voie, quoi. Je sais pas si tu sais, à la Martinique, on est toujours ravis et fiers de voir des enfants de chez nous qui brillent ailleurs. Est-ce que quand tu joues, ça t'arrive d'avoir une pensée un petit peu pour ce pays? Bien évidemment, oui. Bien évidemment. Je te demande comme ça. Oui, bien évidemment, puisque l'ancien maillot du Transit Sport franciscain, j'ai eu la chance de l'avoir et de le garder. Ouais. Donc forcément, je le mets aussi régulièrement à la maison. Donc je l'ai pas encore joué avec sous mon maillot de Sarrebourg, mais ça m'arrive de penser forcément à la Martinique et précisément au Phoenix Club franciscain. Alors, on ne peut que t'encourager à aller le plus loin possible. Merci. Je crois que toute la Martinique, même si on te le dit pas forcément, mais je pense que tu le captes des fois dans les regards, on est plutôt fiers. N'est-ce pas, Alain-Claude Lagier? Oui, absolument, très très fier de cette jeunesse qui fait les beaux jours du handball martiniquais. Et j'imaginais pas parler peut-être de sélection, mais je sais pas si dans la sélection martiniquaise, ça se passe peut-être pas comme ça quand vous êtes au niveau du foot. Je sais que les professionnels rentrent. Ouais, Martinique c'est plus compliqué. Martinique c'est différent. Ouais, c'est différent. Là, à l'occasion, c'est plus sélection équipe de France, du coup A. Mais là, c'est plus compliqué après pour revenir en Martinique. Mais je pense qu'ils essaient de faire au niveau de la Ligue, je sais pas, peut-être entendu parler, ils essaient de faire un peu comme le football, de façon à ce qu'on puisse revenir. Mais ça va être un peu plus compliqué puisque forcément ça tombe sous les semaines, les jours de compétition. Donc je sais pas si le club pourra nous libérer en fait. C'est ça. Donc à voir, ça peut être intéressant effectivement pour voir tous les jeunes Martiniquais qui sont partis en France se réunir et affronter les autres pays, quoi. Très bien. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça nous fait plaisir et puis on t'encourage aussi pour la suite. On va accueillir Lénaïque. Je crois que vous connaissez. Oui. Lénaïque, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Alors Lénaïque, je crois que tu connais déjà donc Marc-Alexandre. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose aujourd'hui à la radio? Oui, c'est ça. Je le connais surtout par rapport à sa maman qui m'a entraîné au tout début, quand j'ai fait mes débuts au Transit à l'âge de 8 ans, en U12, et c'est ma première coach, c'est elle qui m'a appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui dans le handball, et elle nous parlait beaucoup de lui et ça inspire plus d'un, dont moi, surtout qui joue au même poste que moi. Et quand je regarde des résumés ou j'ai l'occasion de regarder les matchs, on apprend beaucoup de jour en jour pour arriver au plus haut niveau. Alors tu te rappelles, tu l'as eu comme coach, Marc a dit que tu confirmes un petit peu sur sa manière de coacher? Sa manière de coacher, c'est toujours, elle cherche toujours la perfection, mais toujours à bien nous conseiller pour que ce soit plus simple pour nous après. Très bien. Alors, en ce moment, tu évolues à la fois en U17, champion cette année. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis cette double expérience en club? Cette double expérience en club, elle est partie de ma rentrée au Pôle Espoir de Martinique. Et du coup, l'année dernière, le club est descendu en excellence. Et l'objectif était d'aider à refaire monter le club. Objectif réussi. Et cette année, c'était d'atteindre la poule des As. Et c'est un objectif aussi qu'on a réussi jusqu'en demi-finale. Donc, au fil des années, on va essayer de faire le club monter au plus haut niveau. C'est une expérience qui demande beaucoup de sacrifices, de travail, surtout entre faire la liaison avec l'école et le handball et les deux catégories. Je le vis assez bien, plutôt en senior, et en U17, quand on redescend, on essaye d'apporter au nouveau
et d'atteindre les objectifs avec eux. C'est vrai que visiblement tu n'as pas que les qualités de sportif, on voit que tu as une qualité de communicant. Je crois qu'on pourrait te consacrer à la communication du club. Je le lance comme ça en passant. Selon toi, quelles sont les valeurs transmises par le club qui valorisent cette réussite et l'esprit d'équipe? Alors les valeurs transmises depuis le début, c'est depuis Marie-Claire, William, l'ancienne présidente, Doris aussi que j'ai eu en tant que coach, Manu, c'est surtout le respect, déjà, l'envie de gagner et c'est par ces valeurs que ça pousse le club à atteindre le meilleur des niveaux dans toutes les catégories. Alors, les seniors garçons ont atteint la demi-finale de la poule des As cette saison. Quel rôle tu joues dans l'équipe senior quel rôle? Du coup, à notre poste de demi-centre, c'est, on va dire, organiser le jeu, apporter l'équipe avec nous. C'est surtout avoir une bonne relation aussi avec les coachs. Et ce que j'apporte, moi, je trouve, c'est l'envie de gagner, toujours apporter, écouter les conseils des anciens aussi, et d'apporter le meilleur à chaque match sur le terrain. Alors, pour terminer, on va parler un petit peu de tes objectifs personnels pour la prochaine saison et peut-être plus loin, peut-être que toi aussi tu vises les professionnels. Oui, effectivement, mes objectifs pour la saison prochaine, c'est déjà d'aller en finale de poule des As, voire la gagner avec le club. Avant, peut-être aussi au niveau du pôle, c'est de participer aux Interpol, de trouver un centre de formation et atteindre le meilleur niveau possible au handball. Très bien. Marc-Alexandre, quand tu entends un jeune qui parle comme ça du sport, de sa passion, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Non, que c'est bien, et puis j'ai envie de l'encourager surtout. Ouais. Je pense qu'il est sur une très bonne voie, surtout avec le fait qu'il soit au pôle, donc ça le valorise encore plus. C'est un peu comme le centre de formation où ils entraînent pratiquement tous les jours avec l'école aussi. Donc il a un peu déjà ce rythme qu'ils ont en France par rapport à les jeunes de son âge. Donc c'est de continuer à y croire, de travailler parce que c'est jamais facile, de continuer à travailler parce que quand on arrive en France, faut pas oublier qu'il y en a des centaines de mecs comme nous en fait. Ouais. Donc il faut un peu se différencier d'une autre manière. Et donc c'est surtout ça, c'est de travailler, de persévérer parce que rien n'est facile. Mais je vois qu'il a certaines qualités en tant que demi-centre que j'apprécie beaucoup, et, dont j'ai pu regarder samedi dernier, si je me trompe pas. Donc non, je suis très content de lui, et puis j'espère que par la suite, il pourra atteindre son objectif. J'ai une petite question pour lui. Qu'est-ce qu'il en pense de sa saison actuelle? Ma saison actuelle, mes objectifs fixés ont été atteints. C'est déjà d'aller en poule des As, d'avoir du temps de jeu. J'en ai eu plus que ce que j'attendais. Du coup, c'était aussi de bien gérer au niveau des blessures, de ne pas se blesser pour pouvoir être régulier sur toute la saison. Et du coup, en U17, c'était d'être champion de Martinique parce qu'il y a 3 ans, on a eu la mésaventure de perdre contre la même équipe. Donc, on avait à cœur de bien représenter le François, de prendre, entre guillemets, notre revanche. Et aussi, pour la plupart de l'équipe du 17, la petite histoire, c'est qu'avec 3-4 nouveaux cette année. Sinon, la plupart depuis U12, on joue ensemble. Donc, on évolue ensemble et on avait à cœur d'apporter la première victoire au François dans le nouveau hall en la mémoire de Gilbert. Ben voilà, donc pour ces jeunes, les Claude Lager, ils font la fierté. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est que voilà la jeunesse martiniquaise que j'ai envie de montrer. Parce qu'on nous montre malheureusement souvent peut-être celle qui est désœuvrée, celle qui peut-être ne fait pas les efforts qu'il faut. Eh bien, j'ai envie de montrer ces jeunes-là. En tout cas. C'est non, que c'est possible. Qui font les efforts qu'il faut parce qu'on n'arrive pas là comme ça. Moi, quand j'ai vu Lénaïque jouer cette année, il joue en senior alors qu'il a 16 ans. Et on ne veut pas dire que c'est pas un senior, quoi. Parce que, voilà, et je pense que ça demande du travail. Moi, je l'ai déjà vu. Il soulève comment ça s'appelle, j'allais dire en culturisme, en bodybuilding, enfin en poids, à la musculation. Il soulève plus de poids que son propre poids. Je l'ai déjà vu faire. Donc, faut pas se fier aux apparences. Non, mais c'est l'entraînement, parce qu'effectivement, le voit, il est tout menu, tout mince, mais il soulève. Donc voilà, et j'ai en professionnel, j'imagine ce que c'est. Donc non, mes félicitations à vous, et puis inciter les jeunes à suivre ces exemples-là. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. C'est ce dont
on a besoin dans ce petit pays, faire briller le pays par les compétences qu'on peut montrer à l'extérieur. Ben, très bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Je suppose que Marc-Alexandre, au moment voulu, de toute façon, vous êtes déjà en contact, j'imagine, oui, donc il n'y a pas de problème. Et en tout cas, nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être à très bientôt, on l'espère. Oui, pas de souci, avec plaisir. Merci à vous en tout cas. À bientôt. Merci. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, merci à vous. À très bientôt. On en profite pour faire les saluts, puisque vous avez bien compris que c'est du direct pour ceux qui nous suivent en ce moment sur les réseaux sociaux. Alain-Claude Lagier, vraiment, c'était un vrai plaisir. Oui, je crois qu'on devrait inviter plus souvent les jeunes. Voilà, parce qu'ils ont des choses à dire et puis ils parlent bien. Ils sont bien forts, mais ça fait plaisir. Mais on a vraiment l'impression que Lénaïque, lui, il a commencé par la communication. Ah ben, il a un don, visiblement. Oui, visiblement, Il faudra que la radio essaie de lui proposer quelque chose, monsieur le responsable des programmes, pour qu'il exploite ce talent. En tout cas, sinon c'est très bien. Puis je suis content d'avoir reçu le handball parce que c'est un travail de fond qui se fait depuis des années avec tous ceux qui sont passés, parce qu'il y en a qui sont passés avant en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'encadrant, et il faut les féliciter, les remercier pour ce travail. Et je ne veux pas oublier aujourd'hui quand même le tennis de table, qui aussi, une fois n'est pas coutume, mais c'est vraiment régulier. Le tennis de table, on a toujours été au François très très bon là-dedans. Et ils sont champions de Martinique par équipe, année 2024-2025. Donc vraiment, féliciter aussi ce travail qui est fait au niveau du tennis de table. Et puis toutes les sections, puisque la saison se termine, tous les sports qui sont pratiqués en Martinique de manière générale. On invite les joueurs à remettre ça en septembre, mais on invite aussi les encadrants à prendre du courage pour continuer, parce que je sais que c'est pas facile. Et puis continuer, c'est notre jeunesse, c'est notre pays que vous défendez. Alors, on va passer à toute autre chose, Alain-Claude Lagier. On va parler d'actualité. C'est vrai, on a commencé par des choses positives, mais on est obligé de parler des faits de société, des inquiétudes aussi de la population. J'imagine que en tant que politique, en tant que aussi simple citoyen, la situation en ce moment de la Martinique, où on voit presque un tué par balle chaque jour. Chaque semaine, c'est sûr. Pratiquement, ouais. Et c'est une véritable catastrophe. Et je crois qu'il faut tout mettre en œuvre là. C'est un petit peu comme on disait tout à l'heure pour la vie chère. Il faut tout mettre en œuvre pour prendre les choses à bras le corps. Sincèrement, là encore, l'État est en tête pour la vie chère. Pour la sécurité, c'est la mission de l'État. Il faut le rappeler aux gens. Et l'État doit être le moteur, le chef de file qui permet de mettre en œuvre des politiques plus accentuées sur certains territoires comme les autres, comme les nôtres. On peut pas avoir un territoire où il y a une telle violence, un tel de violence qui augmente devant nos yeux comme ça tous les jours, et puis on ne réagit pas. Alors, j'ai entendu des mesures, j'ai entendu des choses, mais véritablement, il faut prendre ça à bras le corps, parce que nous sommes aujourd'hui, on peut le dire, quasiment tous en danger lorsque tu sors de chez toi. Ça tombe bien. La journée comme le soir. Et cette incivilité, on la retrouve aussi dans les établissements scolaires. Puisque tu as eu dans l'Hexagone une surveillante qui s'est fait tuer à coups de couteau par un élève. Et j'ai des faits là cette semaine encore, des gens qui rentrent dans les établissements avec des armes. C'est véritablement préoccupant. Et je crois que le travail se situe au niveau des familles, bien sûr, déjà, c'est la base, ça part de là, mais aussi de la société de manière plus générale et de l'État qui doit mettre les moyens pour qu'on n'en arrive pas là. Ça tombe bien, nous sommes en compagnie de Thierry Bosselin, qui est secrétaire général du syndicat Alliance Police. Thierry Bosselin, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry Bosselin. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans à peu près, où nous vous avons reçu à Radio Sud-Est, et je crois qu'aujourd'hui encore, j'ai fort l'impression que on revient sur les mêmes thématiques, les mêmes problèmes. Il y a eu quand même des avancées, Thierry Bosselin, mais je suppose que les avancées ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Bah écoutez, affirmatif, mais en fait, c'est vrai qu'il y a 5 ans, on s'était entretenu lors d'une émission, mais il n'en reste pas moins qu'il y a au moins 10-15 ans que nous alertons, nous dénonçons un certain nombre de choses et nous essayons d'éveiller les consciences. Bon, maintenant, nous y sommes un peu et ce n'est sans doute pas fini. Peut-être qu'il y a pire à venir si on ne prend pas les dispositions nécessaires pour enrayer les phénomènes dont la population martiniquaise est victime particulièrement, pour ne s'arrêter qu'à la Martinique. Alors, on parle beaucoup de circulation des armes à feu, on parle des homicides, et d'après les informations que j'ai, on n'a pas toutes les infos dans les médias. Je crois que même au niveau des médias, on n'a pas tous les chiffres. Je crois que vous les avez, et c'est certainement plus important que ce qui est dans l'actualité tous les jours. Alors tout à fait. Au niveau médiatique, ne sortent qu'éventuellement les homicides. Je vous rappelle que nous en sommes à 16, c'est-à-dire 16 personnes tuées de différentes manières, armes à feu, armes blanches, et pour différents motifs. Il ne s'agit pas non plus que des raisons liées à des trafics de stupes ou autre chose, des règlements de compte. Il y a de tout. Bon, maintenant, il faut comprendre que il y a un indicateur qui est très important. C'est le nombre de blessés, on va dire, de violence aux personnes qui n'a pas forcément ce qu'on peut appeler les tentatives d'homicide, mais qui n'auraient pas, ou bien les violences aux personnes, mais qui n'auraient pas forcément abouti pour X raisons, soit parce que les services de secours ont été plus performants ou bien pour des raisons de chance, je ne sais pas, qui n'ont pas abouti par le décès des victimes. Le chiffre est colossal, et pour bien comprendre le niveau de délinquance, en tout cas lié aux violences aux personnes, il faut additionner ces deux chiffres. Hier encore, nous avons eu 2 blessés par balle, on ne sait pas encore, puisqu'il y a une enquête en cours. On ne sait pas encore les conditions ni le lieu, mais ils se sont rendus directement au CHUM. Et je vous rappelle une chose, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, c'est quasiment quotidiennement que nous interpellons des personnes en possession d'armes pour différentes raisons. Certains vous diront même maintenant qu'ils ont peur de sortir sans être armés parce qu'ils ont peur pour X raisons. Voilà. Mais c'est un phénomène effectivement très inquiétant. Je vais vous poser une question, Thierry Bosselin. Peut-être que les journalistes ne vous poseront peut-être pas cette question aussi directe, mais sommes-nous réellement en sécurité aujourd'hui à la Martinique? Alors, c'est relativement difficile à appréhender ce problème de sécurité parce qu'il y a des faits. Il y a des éléments factuels qui font que il y a un problème de sécurité, mais est-ce que nous sommes vraiment en insécurité? Alors après, ça dépend des lieux où vous allez, ça dépend du comportement finalement que nous avons tous. Mais c'est vrai que je sens d'une manière générale une forme de crainte, d'angoisse dans la population. Les gens sont enfermés sur eux-mêmes. C'est difficile parce que vous ne savez pas à quel moment vous pouvez risquer d'avoir un problème qui peut dégénérer ou si vous n'êtes pas potentiellement en situation d'être une victime collatérale. Oui. Donc oui, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que certains ne le voyaient pas. Aujourd'hui, on voit toute l'importance justement finalement des forces de l'ordre pour certains. Je crois que on pense peut-être plus souvent à vous, mais aujourd'hui, quel est l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui face à cette montée croissante justement de la violence? Est-ce que les moyens sont là? Je sais qu'il y a des efforts, il y a eu des annonces aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout cela?
Alors, il y a des moyens qui ont été un peu abondés par l'ancien ministre Gérald Darmanin. Il y a des effets d'annonce qui sont en cours. On verra bien, mais il y a une réalité. C'est que le problème d'insécurité ou de sécurité, en fonction de la manière dont vous abordez le sujet, ce n'est pas lié qu'à une réponse police-justice. D'accord ? Vous avez sans doute des problèmes de fond, des problèmes de société à régler. Donc il faille s'attaquer de façon globale à tous ces problèmes pour essayer de donner un avenir meilleur aux gens, en tout cas, bon, parce qu'on reste que sur la Martinique, aux gens qui vivent ici. Vous savez, on est dans un système où on a retiré l'humain partout. Les gens ont besoin de contact humain. Le contact humain, même, je prends un exemple, puisque c'est la période, les impôts. Vous appelez les impôts, personne ne vous répond. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il manque des effectifs, mais vous avez peut-être des sollicitations, des réponses à avoir que vous n'avez jamais. Ça met les gens dans des situations d'angoisse, de stress, parce que on retire un peu l'humain partout. Et je pense que c'est très mauvais. On ne peut pas rester constamment derrière un ordinateur qui ne va pas forcément vous donner les réponses, que vous pourrez insulter, vous pourrez dire ce que vous voulez à un ordinateur qui ne vous répondra pas. Et tout ça fait que les gens n'ont plus l'habitude de gérer les situations conflictuelles. Et tout dégénère à n'importe quel moment. Les gens sont repliés sur eux-mêmes et c'est très mauvais, je pense, en fait, à mon avis. Bon, après, vous avez aussi sans doute un problème d'éducation de manière globale au sein peut-être des familles parce qu'ils n'ont pas eu les leviers, au sein peut-être de l'éducation nationale parce que c'est compliqué et difficile d'accompagner et de poursuivre l'éducation qui est faite en premier lieu par les familles. Et il y a une difficulté aussi, c'est au sein des associations, parce que les associations, un grand travail qu'ils font pour continuer à éduquer les gens, mais elles-mêmes sont sans ressources, non plus la ressource nécessaire au niveau des bénévoles. Tout ça, il faille qu'on discute tout ça, parce qu'on ne pourra pas apporter une réponse police-justice uniquement. On ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque individu, c'est pas possible. Donc il faut revoir un peu le système, la manière dont on voit cette société martiniquaise. Donc finalement, vous appelez à une collaboration de toutes les forces qui existent. Donc on a bien compris. J'aimerais, Thierry Bosselin, avoir votre avis sur le tout contrôle instauré. Peut-être que vous avez déjà répondu peut-être à la question au niveau de l'aéroport. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner votre avis sur ce sujet. Mais bien entendu, mais je l'ai dit aux autorités préfectorales. Je veux bien tout contrôle au départ, mais c'est pas ce qui nous intéresse en Martinique. C'est tout contrôle à l'arrivée qu'il faudrait faire, parce qu'à la limite, au départ, on peut estimer que au niveau d'Orly ou de Roissy, qu'ils aient les effectifs nécessaires pour contrôler à l'arrivée chez eux. Enfin, sur ces territoires. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de contrôler tout ce qui arrive. Parce que je vous signale que effectivement vous avez des produits stupéfiants sans doute qui partent par le vecteur aérien, mais néanmoins vous avez aussi sans doute des sommes d'argent et aussi des produits stupéfiants qui rentrent en Martinique, parce que je vous rappelle que 1 kilo de shit qui revient à peu près de 800 à 1000 euros sur le territoire hexagonal européen, il est échangé contre 1 kilo de cocaïne. Donc c'est le tout contrôle, moi je suis pour, mais surtout à l'arrivée. Très bien, on comprend un petit peu justement votre analyse là-dessus. Aujourd'hui, quel serait le message que vous auriez aimé passer à la population, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Écoutez, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour réussir ce challenge-là, même si effectivement dans les domaines régaliens, l'État a sa part de responsabilité, il n'en reste pas moins que nous avons aussi une part de responsabilité de façon individuelle et collective. Parce que l'aménagement du territoire, ce n'est pas l'État. Ce sont des délégations qui sont données au pouvoir politique local. En ce qui concerne les transports, enfin, tout ce qui au niveau de la vie quotidienne des Martiniquais, les met dans une forme d'angoisse, d'énervement qui se traduit après par des actes de violence. Tout ça, nous avons une responsabilité.
dessus. Nous avons une responsabilité collective. Mais par contre, l'État, effectivement, doit donner les moyens en attendant que peut-être ces problèmes de fond soient gérés, de juguler les problèmes que nous vivons de circulation d'armes, de narcotrafic et tout. Bon, alors on a un problème, c'est que c'est difficile de gérer les côtes, hein, nous sommes une île. Je veux bien, mais donc l'entrée, c'est compliqué de gérer peut-être l'entrée des stupéfiants et du corollaire du trafic des armes. Mais la circulation, il faut s'y attaquer. Ça, il faut s'y attaquer avec des effectifs parce qu'on sait comment ça circule ici sur le territoire. Bien souvent, c'est sur des mobylettes, des motos, etc., qui ne sont pas identifiables parce que les plaques sont masquées quand elles existent. Et voilà. Donc, il faut mettre en mesure des systèmes d'interception et de contrôle de toutes ces personnes-là pour éviter, en tout cas, qu'elles circulent sur le territoire. Très bien. En tout cas, merci Thierry Bosselin d'avoir accepté notre invitation. Je pense que on prendra un petit peu plus d'un temps une prochaine fois. On fera une émission spéciale si vous le voulez bien. En tout cas, on vous souhaite bien sûr une bonne continuation et puis courage justement à tous ceux qui assurent justement la sécurité, tous les policiers confondus qui assurent notre sécurité dans le pays. C'est vrai que peut-être qu'on le dit pas souvent, mais moi je lance ce message et toute la considération qu'on peut avoir aussi pour ce métier qui est à risque, hein, on le constate chaque jour. Je vous remercie tous, mais il y a aussi une chose qu'il faut oublier, parce que des fois quand vous discutez avec les gens ici, vous avez l'impression que tout le monde sait tout. Mais sauf que nous, procéduralement, la procédure judiciaire se fait sur des éléments factuels. Donc quand on détient certaines informations, et on a des systèmes d'anonymisation pour les gens, il faut le dire. Il faut arrêter de se cacher derrière des peurs de représailles, etc. Nous, si on n'est pas saisi officiellement, c'est difficile après de s'attaquer comme ça, naturellement, sauf dans les cas de flagrant délit. Quand vous voyez constater un crime ou un délit, c'est difficile après de s'attaquer aux problèmes de fond. Donc il faut que les gens, maintenant, parlent, et que ce soit des membres de famille, des amis ou parents ou alliés, il faut dire les choses. Quand ça ne convient pas, ça ne va pas, parce que là, on met en péril, ici en Martinique, l'équilibre sociétal. Très bien, on a bien compris le message. Merci à vous Thierry Bosselin. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie donc de Thierry Bosselin d'Alliance Police. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, redonner vie au débat. Nous avons tenté plusieurs fois, je dis, de joindre donc un membre de l'organisation du RPRAC, hein, donc concernant les assises de la vie chère. Donc on leur rappelle que l'antenne de Radio Sud-Est est ouverte, est à leur disposition. Si jamais ils ont l'information, ils peuvent toujours nous contacter, hein, au standard de la radio au 05 96 51 46 69. Puisqu'on voulait faire un point avec eux justement sur ces assises. Alain-Claude Lagier, nous allons poursuivre donc ce rendez-vous avec le ZIECHAT. Je ne sais pas si on devait parler d'autre chose avant. On peut attaquer le ZIECHAT. On peut. Oui, pas de problème. C'est la rubrique la plus attendue de ceux qui nous écoutent. Ouais. Donc on va pas les faire souffrir plus longtemps. En plus, visiblement, le chat est de plus en plus en forme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange comme croquette. Mais bon, je dirais qu'il est de plus en plus agressif. Il est un peu stressé, je trouve, ces jours-ci. Il est agressif et il faut faire attention quand tu as un chat et puis que il peut te griffer, ça fait très mal, hein, ces choses-là. Bon, ben on y va. Voici le ZIECHAT de cette semaine. Franciscaines et franciscains, zieuteurs et zieteuses, ziéchateurs et ziéchateuses, bel bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro du samedi 14 juin 2025, toujours dans l'humour et la bonne humeur. Cette semaine, la mairie du François a encore brillé par ses acrobaties administratives, ses feintes politiques et ses projets qui tombent à plat comme un fruit à peine doux. Au menu du jour, une grève de la faim qui a mis fin à l'arrogance de Coumandin,
un mystère plus épais que du béton pas sec, une double inauguration de même bâtiment, et pour finir, une bonne gifle verte avec la Sopamar qui a fait plier la mairie. Bref, la chronique de la semaine sent fort et pas coller ça en gaz. Alors, passons un bon coup de griffe dans les dossiers. C'est parti! Lors de notre dernière édition, l'affaire Milo battait son plein. Eh bien, tenez-vous bien, Milo a vaincu Koumandé. L'estomac vide peut-être, mais cela a mis fin à une injustice bien fâcheuse. Milo n'a pas mangé, mais Koumandé a bien avalé sa fierté, contraint de céder pour sauver la face devant la pression populaire, une victoire symbolique qui soulève une grande question. Et si la fin de Milo annonçait la fin de Koumandé? Koumandé nous a dit où le temps des géreurs d'habitation s'est terminé. Vous pouvez finir par comprendre, hein? Le peuple, lui, il a déjà tout compris. Parce que monsieur a osé, oui, il a osé nous faire prendre des cocos pour des abricots. Après avoir tenté d'étouffer l'affaire Milo, voilà que Koumandé a même essayé une nouvelle pirouette. Il a voulu faire croire que c'est un opposant, mon péché des autres, qui nous autres savent, celui qu'il aime de tout son cœur, qui serait derrière la crise, comme si Milo sans marionnette, ouais, en marionnette, il a manipulé en coulisses. Franciscain et franciscain, on vous connaît. Vous avez de la jugeote. Ce genre de diversion, c'est comme coller un pansement sur un volcan en éruption. Ça ne tient pas, et les autres pas pris à dents. Au lieu de reconnaître ses erreurs, Koumandé préfère sortir le grand numéro de prestidigitation politique. Regardez là-bas, pendant que ça brûle ici. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alors que tout le monde sait, c'est ou celle qui en manœuvre là, c'est ou celle qui te les fait Milo plier, crier et puis craser. Le problème Milo, ce n'est pas un complot, ce n'est pas une mise en scène, c'est juste la conséquence directe d'une gestion autoritaire et sourde. Pas vini fait moun kwe quand on y l'âme d'un persécuté quand c'est ou qui qu'a persécuté. À bon entendeur. Et puis, il y a eu une mystérieuse énigme, j'ai envie de dire. Avant, il y avait 3 équipes de maçons à la ville. Aujourd'hui, plus qu'une seule. Pourtant, la consommation de béton, elle a triplé. Alors, moins d'équipes, plus de béton, moins de travaux visibles. Si quelqu'un a trouvé l'équation logique là-dedans, eh bien que cette personne nous l'explique tout de suite. Franciscains et franciscains, demandons-nous, est-il béton qu'a passé? Si vous avez une réponse là, vous avez crié nous pour dire nous. Puis cette semaine, il y a eu aussi à l'affiche au Grand Théâtre Communal, Inaugurator, le retour. Un événement national. Pour la première fois dans toute la France, un bâtiment a été inauguré 2 fois. Oui, mes amis, le hall des sports du François, construit en 1983, a été rénové. Super! Puis réinauguré en grande pompe. Fanfare, oui, bon discours, invité, tout y était. Comme si c'était 999. Et surtout, pour tenter de faire oublier quelques scélératesses. Koumandé, alias Inaugurator, nous refait le coup pour la 12e fois. Il inaugure des bâtiments qu'il n'a ni conçus, ni lancés, ni bâtis. Ah, de l'art d'usurpation municipale, façon, bien sûr, et comme toujours, je passe dans les médias. Ah là là, parlons maintenant du très discret mais très chouchouté proche de Koumandé. Ancien chargé de mission promu comme par magie à ce poste, avec un salaire au-dessus des nuages et surtout un véhicule de fonction climatisé. Non, rassurez-vous, je ne vais pas encore parler de voiture. Attendez, ce n'est pas fini. Figurez-vous que quand la clim est en panne, monsieur reste à la maison. Mais pas qu'à rouler en l'auto qui pas climatisé. Et donc voilà une nouvelle politique publique. Zéro transpiration,
pour l'administration. Amis, pendant que certains rouleaux frais, nous caramés dans la chaleur de la vraie vie. Bref, grâce à Koumandet, une nouvelle gifle judiciaire pour la commune. La délibération du 17 mars 2022 qui visait à modifier le PLU pour bétonner 3 hectares de zones naturelles protégées avec des panneaux solaires est annulée définitivement. Et prend ça dans les dents du greenwashing local. Oui, même les projets soi-disant verts doivent respecter la loi. On ne repeint pas la bétonnière en vert pour masquer les dégâts. Résultat, la commune paie en appel, le projet disparaît et la Sopama récupère 1 500 € au passage. Ça paie au moins une petite campagne d'affichage pour la vigilance écologique. Amis, il faut redoubler d'attention car le PLU est toujours en révision. Ce n'est pas fini. Ils peuvent encore essayer de glisser en manière ambissant des projets par la petite porte. Alors, ziotons tous ensemble. Et pour conclure aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire à ne pas raconter aux enfants car ils pourraient faire des cauchemars. Il était une fois, dans la commune lointaine de François la Bétonné, un chef autoproclamé qu'on appelait Koumandet Ier, roi du ruban, empereur du blabla et ami des médias. Sa spécialité? Inaugurer tout et n'importe quoi, même des toilettes s'il le fallait, tant qu'il y a un micro et une caméra. Mais voilà qu'un jour, un paisible citoyen, avec plus de courage que 3 réunions municipales réunies, osa se lever. Et il dit tout haut, « Stop, faut que ça change !» Mais au lieu d'écouter, Koumandet l'envoyait au placard administratif, sans café, sans chaise, sans dignité. Mais le citoyen cria haut et fort la vérité. Koumandet paniqua, il ne s'attendait pas à ce que la population suive l'affaire. Il crut malin de faire diversion et déclara « C'est un complot d'opposants, c'est une machination, c'est un sabotage de ma belle image, toutes les 100 coups. » Mais les franciscains éclatèrent de rire, car tout le monde savait que le seul responsable, c'était lui, avec son ego et ses caprices de potentat tropical. Et depuis, dans tout le François, les gens ont compris. Tout le monde comprend. Koumandet ne dirige pas, il parade, il fait des shows, il défile comme si la mairie c'était son compte TikTok. Mais à force, il a fini par rendre tout le monde toc-toc. Vous voulez la suite? Eh ben non. Ziéchateurs et ziéchateuses, la suite de l'histoire, c'est pour le prochain numéro. Alors, ouvrez grand vos yeux, restez toujours vigilants et encore merci pour tous vos petits messages d'amour et toutes vos news. À très vite les amis. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, bon appétit à ceux qui passent à table. C'était le Zichat de cette semaine. On nous a déjà demandé, Alain-Claude Lagier, à prêter le chat pour travailler dans d'autres communes. Commune, oui, ouais. C'est pas étonnant parce qu'il est filé le chat, filé comme pas possible, incroyable. Mais bon, et puis il dit des vérités. Là, je souhaite quand même revenir sur une petite partie lorsque le chat parle de la nouvelle défaite du maire du Koumandet. Bon, la nouvelle défaite puisqu'on a appris avant-hier que il a perdu encore un procès. Quand vous dites il s'agit de... on parle de la ville du François. La ville du François a perdu un procès. A perdu un procès encore. Et on fera bientôt, vous inquiétez pas, ceux qui nous écoutent, la liste des procès perdus. Parce que je crois que depuis 2020, non seulement la ville du François n'a jamais connu autant de procès, mais en plus autant de défaites dans les procès. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se font un petit peu à la légère et c'est pas comme ça qu'on gère une ville.
là, c'est la Sopamor donc qui a gagné la ville sur le projet de centrale photovoltaïque dont on a déjà parlé ici. Projet réalisé, je le précise, enfin en tout cas dossier ficelé et réalisé par l'ancien DGS et l'ancien maire Joseph Loza. Un projet nickel sur 2 hectares pour mettre des panneaux solaires qui rapporteraient de l'argent à la ville, qui permettraient d'alimenter une partie de la ville en électricité. Et puis, je l'ai déjà dit ici, le problème c'est que arrivé au pouvoir, le maire actuel décide de non pas déclasser 2 hectares, les 2 hectares pile poil prévus pour l'installation de la centrale photovoltaïque, il décide de déclasser 6 hectares en tout. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où la Sopamor intervient, interjette l'affaire en justice. En première instance, la Sopamor gagne. Et là, en seconde instance, devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la Sopamor gagne à nouveau. Mais d'aucuns diront c'était le projet de l'ancienne équipe. Non, puisque arrivé, monsieur a récupéré le projet, a d'ailleurs sorti à grands coups de médias. Il a présenté ce projet il y a 2 ans à peu près devant les médias. On va ressortir les vidéos puisque les médias sont venus. Ils ont fait des reportages. Regardez le projet de monsieur le maire du François actuel. Donc c'est son projet qui a été donc retoqué une fois de plus par la justice. Puisque vous avez le projet original avec Claude Lagier. Oui, j'ai des projets on va le montrer. Oui, et c'est ça, parce que lorsque vous essayez de récupérer les choses qui ne vous appartiennent pas, c'était le cas, il faut récupérer aussi la défaite avec la Sopamor. Parce que la Sopamor a estimé que sur une zone protégée, il faut rappeler de la Pointe-Couchée, que vous preniez 2 hectares sur une décharge, une ancienne décharge, ça veut dire que le sol est pollué, le sol on ne peut plus rien en faire. Que vous preniez 2 hectares pour réaliser une centrale photovoltaïque, ça s'appelle rentabiliser le sol, mais que vous vouliez prendre 6 hectares maintenant pour faire quoi? On nous a jamais dit vraiment. Bref, c'est une zone protégée. Non, vous voulez déclasser tout ça? Non. Et c'est la preuve. Donc ça, c'est un petit peu le revers de la médaille. On n'aura pas notre centrale photovoltaïque au François parce que la nouvelle municipalité a décidé de revoir le projet, de faire autre chose, de déclasser davantage de terrain. Donc c'est dommage parce qu'on entrait par là dans la modernité, ça faisait partie aussi de nos objectifs, notamment l'écologie. Et tu vois, et puis avoir de l'énergie solaire, ça serait très bien. J'imagine que de toute façon, vous avez des projets à ce sujet. Donc, oui, nous avons de nombreux projets qu'on va présenter aux franciscains et qui, j'espère, passeront. Puisqu'au François, pour l'instant, on a très peu de bâtiments, par exemple, qui ont des panneaux solaires sur les toits. Et il y a des choses comme ça à faire. Il y a beaucoup de choses et ça sera dans notre programme, très évidemment. Bien. On va pas trop en dire, de toute façon, pour l'instant. Ça vient de là. Alors, on va tout de suite passer... Juste un mot aussi sur le... On va pas s'étendre, mais... Les franciscains et les martiniquais ont noté qu'il y a eu effectivement un nouveau... Enfin, moi-même, tu vois, j'allais dire un nouveau hall des sports au François. Parce que lorsqu'on a parlé d'inauguration, d'ailleurs, le chat en a parlé tout à l'heure, on parle d'inauguration de nouveaux bâtiments. On ne parle pas d'inauguration de bâtiments qui existaient et qu'on a simplement rénové, restauré. Et là, donc, ça a perturbé les gens et j'ai des gens qui m'ont appelé, notamment hier, du Marin, qui m'ont dit, mais au fait, où est-ce que se trouve ce nouveau bâtiment? Je dis non, c'est l'ancien bâtiment qu'on a simplement rénové, mais on a inauguré une 2e fois. J'étais là à l'inauguration en 1983. Comme on dit, il fait un nouveau baptême. Oui, j'étais là. C'est M. Van Ajoui qui a fait un hall des sports. On était là, c'était rempli de chaises, etc. C'était super. Mais je m'en souviens dans la tête d'enfant. Et j'apprends qu'on nous fait une nouvelle... Non, on fait ça s'appelle une... Tu fais une fête, comment ça s'appelle, voilà, tu fais une fête pour l'ouverture la réouverture du hall des sports. Mais tu ne fais pas une inauguration, on n'inaugure pas 2 fois un même bâtiment. Ceci dit, c'est une très bonne chose que les franciscains et le monde sportif aient cet outil à nouveau, puisque le hall était fermé depuis 2019 pour travaux, fermé à l'époque par Joseph Loza, et les plans de rénovation avaient été réalisés à l'époque. Ils ont été un petit peu modifiés par-ci, par-là, mais pas grand-chose. En fait, c'est le projet Joseph Loza qui a abouti aujourd'hui. Et donc, c'est une très bonne chose, je veux simplement dire ça, mais
c'est vrai que moi, c'est la suite qui m'intéresse. On n'a toujours pas de couverture de la tribune du stade pour le football. Il y a une certaine inéquité au François entre les sports qui ne sont pas gérés de la même manière. Et puis, il n'y a pas une politique globale sportive qui est visible, qui est lisible. Et c'est ça que nous disons. Et donc, on reviendra là-dessus, mais je voulais dire cela qu'il faut qu'on ait une politique, que les franciscains sachent où on veut aller dans le sport, avec quel bâtiment, avec quelles infrastructures, avec quoi. Et là, bon, on a rénové le Hall Park. Là, ça a pris, entre parenthèses, on avait dit aux franciscains en 2020, mais non, je ferai ça en 2 temps 3 mouvements. Ça a pris quand même 5 ans. Je vois écrit partout 4 ans, mais je ne sais pas pourquoi, parce que ça a pris 5 ans. En fait, ça fait 5 ans qu'on est en rénovation. Donc, il faut une politique sportive, quelque chose de bien concret, que les gens sachent où on va et sachent à quelle échéance on y va. Parce que il s'agissait pour nous, notre projet qu'on va représenter aux franciscains, de faire de façon pluriannuelle la rénovation de l'ensemble du complexe sportif. Et donc, le réaménagement de cet espace-là de 10 hectares, je rappelle, qui comporte des terrains de foot, terrains de tennis, hall des sports, terrains de extérieur, de handball, de volley, etc. Et au sein duquel nous allons installer en 2026 un parcours santé au milieu de tout ça. Puisque les gens utilisent déjà l'espace pour ça, mais on va aménager ça pour eux. Donc on a un gros projet sur ça, et je tenais à le signaler à cette occasion. Ceci dit, je me réjouis que nous avions son fils à l'instant, que le hall porte le nom de Gilberte Grandin, que j'ai bien connu, et puis qu'on ait cet espace. Mais je dis que après, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, j'imagine que cette politique-là dont vous parlez, vous comptez certainement la mener avec les associations, parce que sans elles, on est étroite collaboration, là encore. Je trouve que les associations ne sont pas suffisamment associées, suffisamment accompagnées pour donner de tels résultats. Quand on voit Mario, c'est pas une fois dans l'année que je te ramène des champions ici qui viennent de tous les sports, François. Et avec ça, on n'a pas le suivi qu'il faut des associations, l'accompagnement qu'il faut pour les associations. Donc ça, c'est un chantier énorme, et aussi avec les associations de manière générale, les aider à progresser, à se professionnaliser pour pouvoir porter leurs projets encore plus loin. Alors, on arrive presque au bout de ce rendez-vous. On va terminer aujourd'hui, donc, Alain-Claude Lagier, avec la rue du jour. On va passer à une rue, hein, donc c'est la place, même une place, la place Urard. Est-ce qu'on prononce comme ça? Oui, c'est bien ça. Urard, ouais, d'accord. Place Urard, que les gens connaissent ou pas, parce que j'avoue on en a parlé très tard de cette place qui est donc pas loin de l'église, là, dans les parages. Et les plus âgés se souviennent de l'emplacement de l'ancien marché aux légumes dans le centre-bourg. Et sur le côté sud existait une place avec un grand transformateur, des parkings pour les véhicules et des commerces tout autour. Avec un regard circulaire sur cette place, on pouvait admirer par exemple la boulangerie Joseph Rose, que les plus anciens ont connu, le bar Goldag avec Charlot Goldag, sans oublier celui des Baudins à côté, le libre service, qui nous gratifiait du haut de son étage de belle musique traditionnelle le dimanche. Quelques années plus tard, le snack Daddy, donc Charlot Goldag, une laverie, un pressing firent leur apparition, sans oublier plusieurs autres habitations. Il suffisait de traverser la rue de la Liberté en ce temps-là pour se retrouver en face de l'école des garçons, l'école en bois qu'on a connue pour les plus anciens aussi. Cette école des garçons se trouvant en face de la place Urard, donc c'était en face, ou la place Urard, située vis-à-vis de l'école des garçons. Il ne faut pas s'étonner de la dénomination de cet emplacement. En effet, l'enseignement laïque ayant été le cheval de bataille de Marius Urard, il ne faut pas s'étonner de la dénomination de son nom, de cette place Urard. Contigu à cette école des garçons, avant l'actuelle pharmacie Elana qui existe, bonjour à monsieur Elana au passage, il existait ce lieu de réflexion appelé le Cercle. Ça, j'ai pas connu, mais des anciens ont connu. Les témoignages nous rapportent que c'était la rencontre de la bourgeoisie mulâtre qui s'adonnait aussi au jeu de billard avec passion. Donc, Marius Urard,
pour parler de lui. Il est né avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Il est mort avec l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Il incarne ce demi-siècle de lutte et d'idéalisme durant lequel les femmes et les hommes de couleur de Martinique se sont frayés un chemin vers l'égalité et la dignité. Il fut en effet à la tête du combat pour l'instauration de l'école laïque à la Martinique, à une époque où les écoles étaient tenues par des religieux, les frères de Plorermel pour les garçons et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour les filles. Marius Huard et la plupart des républicains martiniquais de l'époque étaient des partisans d'une société laïque et militaient aussi pour la création d'établissements de formation laïque. La question de l'école laïque fut en effet l'une des principales pommes de discorde entre républicains et conservateurs. Il fut à la fois, donc Marius Huard, député de la première circonscription de 1881 à 1893 et président du Conseil général en 1880. Pour les républicains, l'instruction était un moyen de promotion sociale et d'émancipation. Et donc, c'est tout naturellement que ce monsieur Huard imposa l'école laïque gratuite dans chaque commune aux frais du Conseil général qu'il présidait comme moyen de l'émancipation du peuple avec les républicains qui étaient majoritaires au Conseil général. Ils votèrent des crédits pour que les écoles laïques soient ouvertes dans la plupart des communes de l'île, et ce, avant l'application de la loi Ferry sur l'école laïque publique et obligatoire. Ainsi donc le lycée de Saint-Pierre est inauguré en 1881. Aussi un pensionnat colonial de jeunes filles y ouvre en 1884. Marius Huard s'est souvent battu en duel, parfois à l'épée, il faut savoir ça, à cette époque, le plus souvent avec sa plume et son journal aussi. Voilà, donc c'est ce monsieur donc qui porte son nom sur la place Huard au François. C'était un avocat et distillateur. Il milite aux côtés de certains usiniers béquets pour que la colonie conserve une certaine autonomie, permettant de financer la modernisation et de protéger l'industrie locale. Donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui sur ce monsieur Marius Huard, que c'est vrai qu'on ne connaissait peut-être pas beaucoup, et qui a quand même laissé son nom à cette place au François. Et voilà, donc ce qu'on voulait préciser aujourd'hui. En tout cas, pour certains historiens, la conception que Marius Huard avait de l'autonomie est très très différente de celle d'Aimé Césaire, par exemple, lorsqu'il créa en 1958 le Parti progressiste martiniquais. Voilà, donc ce qu'on peut dire de ce grand monsieur quand même, hein, puisqu'il militait pour l'école laïque qui nous a tous permis aujourd'hui d'apprendre et d'évoluer. Contrairement à Césaire aussi, l'affirmation de l'identité martiniquaise est quasiment inexistante dans le discours écrit par Marius Huard à l'époque. Donc on était dans une autre époque, on était effectivement, c'était un petit peu plus ancien. Et c'est la grande différence donc entre l'autonomie revendiquée par Huard et à la fin du 19e siècle et celle revendiquée par Césaire. Donc de grandes différences, mais tout de même de bons apports de cet homme qui a participer à donc une certaine émancipation pour les Martiniquais. Ben, on arrive presque au bout de ce rendez-vous. Demain, il y a un jour important tout de même. Bon, c'est la fête des pères, puisqu'il y en a qui vont nous écouter demain lors de la rediffusion. Bien évidemment, une bonne fête à tous les papas. Avec un peu d'avance aujourd'hui, mais bon, tout de même. Mais pourquoi pas, parce qu'il y a des papas qui le méritent bien. Ouais. Donc bonne fête à tous les papas de Martinique et du monde, les papas qui assument, les papas qui assument leur rôle auprès de leur progéniture. C'est très important, surtout par les temps qui courent. Et donc, bonne fête à eux, comme on l'a fait pour les mamans il y a 15 jours, je crois. C'est ça. Voilà, c'est les piliers. Et tu sais, tout au long de nos interventions transpire cette partie de la famille dont on parle souvent. Et c'est ça le socle familial qui permet justement de guider
notre jeunesse. Et donc, on salue les papas, par la même occasion les mamans et la famille, parce que c'est un socle important pour la progression de la société martiniquaise dans laquelle on vit. Donc, bonne fête, papa, au pluriel. Ouais. Et puis, une petite note négative quand même pour terminer, enfin, rendre un hommage quand même à Victor Trèfle, qui nous a laissé cette semaine. C'était un pilier de la culture martiniquaise, un homme avec une voix reconnaissable, on dirait une empreinte vocale particulière, et c'est vrai que tout le monde le connaît, et il a fait un gros travail du côté de Bocana, la Fort-de-France notamment, dans tout ce qui est damier, etc. Et vraiment, c'est une période pour la Martinique, donc je voudrais saluer sa famille, saluer tout le monde de la culture qui perd là un monsieur qui a été distingué des arts et des lettres et tout, et donc voilà, nos condoléances à tout le monde, et puis gardons l'héritage de monsieur Trèfle, voilà. Ben voilà, on arrive au bout de ce rendez-vous. Excellent week-end à tous. Restez avec nous, puisque vous allez retrouver dans quelques instants votre émission L'heure de nous-mêmes avec Mathieu Cordémy et son invité qui est Valérie Vertal-Loriot, qui est co-secrétaire académique du SNES FSU. Bon week-end. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain Claude.